Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter un invité très spécial. Alors, est-ce que tu aimerais bien te présenter, Norbert? Voilà, avec plaisir Diana. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Norbert, je suis parisien depuis 30 ans et j'ai bientôt 50 ans, dans 2 ans. Et je suis accordeur de piano, donc pour les salles de concert. Et j'aime beaucoup ce métier, je le fais avec grand plaisir à Paris, dans des endroits merveilleux. Voilà, et donc j'ai l'intention, j'apprends le russe et j'ai l'intention à court terme d'aller m'installer en Russie. Et dans cette vidéo, Norbert va nous expliquer, mais qu'est-ce qui peut pousser un Français qui a grandi en France, qui a passé beaucoup d'années là-bas, à s'installer en Russie, pourquoi ça arrive, et peut-être que ça va être ton cas aussi, et tu vas te reconnaître à travers l'histoire de Norbert. Alors Norbert, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as commencé à t'intéresser à la Russie? Alors, depuis vraiment petit, euh, il y a une sorte de fascination, sans motif très particulier, mais mon parrain déjà était ambassadeur à l'ambassade de France en Russie. Il y a tout un mystère, cette immensité, beaucoup d'inconnus, cette langue, cet alphabet, qui m'ont toujours intrigué. Et en grandissant, petit à petit, mon intérêt s'est approfondi et voilà, affermi. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, et notamment les critiques qui n'ont pas manqué de se multiplier en France et en Occident à l'égard de la Russie, de sa politique et de son régime, ce fameux mot aujourd'hui un tiroir. Voilà, moi j'ai un petit peu cette, j'ai eu envie de développer ma curiosité parce que dès lors qu'on me dit de ne pas écouter un tel ou un tel, je prête une oreille d'autant plus attentive. Voilà, c'est un petit peu taquin, mais c'est ma nature. Et plus j'ai approfondi ma connaissance de la Russie, plus j'ai eu envie de m'en rapprocher, d'en parler la langue et d'y vivre. Et pourquoi est-ce que tu crois que la Russie, la mentalité russe, peut mieux te correspondre que celle française? Alors ça, c'est une question assez complexe. Euh, Surtout qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie, dans le sens où si je dis que je suis un fervent amoureux de la liberté, on va me dire, et tu veux aller en Russie, c'est étonnant. Moi, j'ai aujourd'hui le sentiment qu'au contraire, c'est ici qu'on a de moins en moins de liberté. Et j'ai la sensation, à travers les personnes que j'ai pu rencontrer, qui ont été s'installer en Russie, ou des Russes qui sont venus en France, que c'est un peu une sorte d'Eldorado pour les gens qui sont, comme moi, avides de liberté. Cette immensité, cette impossibilité aussi du contrôle permanent et, pour tout le monde, ça me donne une sensation voilà, d'espace intérieur et d'espace extérieur à explorer. Voilà, et je pense que le russe est une personne beaucoup plus entière, beaucoup plus fière, beaucoup plus honorée, voilà, d'appartenir à ce pays, qu'aujourd'hui un Français ne peut l'être, parce que les motifs d'être fier d'être Français aujourd'hui, on ne les voit plus tellement, quoi. Il y en a, mais ça évolue d'une façon qui, moi, me met mal à l'aise. Et quelle particularité de la vie russe t'attire le plus, te donne envie de t'installer en Russie? Alors je pense que culturellement, puisque c'est dans ce milieu que je travaille, il y a une effervescence bien plus forte qu'en France. D'une façon générale, c'est de plus en plus confisqué par une élite ou des classes sociales voilà, supérieures, comme on les appelle. Les billets d'opéra sont prohibitifs, les concerts de musique classique aussi. J'ai la chance d'aller dans des endroits très confidentiels à Paris où se tiennent des concerts de grande classe avec des pianistes et des concertistes internationaux, mais c'est vraiment des publics tout à fait restreints, soit de salariés, même de la Banque de France, par exemple. Ils ont la Galerie Dorée, qui est un des plus beaux endroits de Paris que personne ne peut visiter, hormis les cadres et
le personnel de la Banque de France. Ils s'organisent des petits concerts particuliers tout à fait magnifiques. Mais la communication et le partage de la culture voilà, subit des assauts, encore une fois, commerciaux, et la véritable nécessité d'avoir la musique dans sa vie comme un élément d'équilibre est de plus en plus menacée. Et je pense qu'en Russie, je sais qu'en Russie, l'enseignement de la musique est toujours privilégié et encouragé, et que voilà, une grande proportion d'enfants l'apprennent. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être 4 raisons qui te poussent de t'expatrier en Russie? Aussi, il y a la question affective. Alors, bon, c'est un petit peu impensif de dire ah oui, les femmes russes, etc. J'ai rencontré Diana, moi, là, quand elle est arrivée à Paris il y a 4 jours, et j'ai immédiatement ressenti, alors qu'on n'avait pas encore beaucoup échangé, mais j'ai eu l'impression qu'elle était restée intacte. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'ici, on est tellement conditionné par le discours ambiant que les gens en perdent presque leur identité. Euh, euh, Ils essayent de correspondre à des schémas qui ne sont pas les leurs profondément, et donc ils sont un petit peu schizophrènes, c'est peut-être pas le mot, mais ils sont pas entiers, ils sont pas eux-mêmes, et donc ils sont dans une lutte et un conflit intérieur. Quand on a affaire à quelqu'un qui est libre et qui est soi-même, ça saute aux yeux et ça saute à l'âme et ça résonne, quoi. Et donc j'ai beaucoup de difficultés en France. Enfin, j'ai toujours été avec une compagne, mais à trouver cette liberté chez ma compagne. Et les histoires d'amour finissent mal en général. C'est un petit refrain qui finalement s'avère tout à fait exact. Donc je ne sais pas si c'est une illusion, en tout cas j'irai la confronter à la réalité, mais j'ai l'impression qu'il y a une intégrité, voilà, qui est respectée, qui est préservée chez les Russes, alors qu'ici elle est tout à fait menacée. Donc j'ai envie de me rendre compte par moi-même. Ok, numéro 1. Et numéro Alors, oh là là. Quel serait numéro 2? Alors donc, premièrement, le personnel. Le relationnel, alors ça rejoint un petit peu aussi, c'est l'atmosphère sociale. C'est ces conventions, c'est cette pensée, ce discours, cette pensée molle. Les gens n'assument plus, n'osent même plus rire de grand-chose parce qu'ils ont toujours peur de vexer une susceptibilité, etc. Donc, à nouveau, c'est une privation de liberté que je ressens moi au quotidien. La troisième raison, je reviens au fait que économiquement, c'est un petit peu en perte de vitesse ici, même si ça ne me menace pas, encore une fois, personnellement, il y a un climat général qui devient moins stimulant. Et l'idée même de pouvoir découvrir ces lieux magnifiques que je ne connais que par écran interposé, en vérité, et d'y travailler, au Bolchoï et dans les grands conservatoires où Rachmaninoff enseignait, composait, etc. C'est une façon aussi pour moi de renouveler, après 25 ans d'activité, ma vision des choses et de créer un nouvel univers où je puisse m'exprimer et donner la mesure de mon talent. Et il y a une quatrième raison aussi qui me paraît tout à fait importante, et je suis content de ne pas l'oublier, c'est l'expression des talents. En France, tout est très spécialisé, segmenté, clivé, et si vous voulez, imaginons que vous avez une bonne idée, une invention. Je ne présume pas que ce soit beaucoup plus facile en Russie. Hein. Mais en tout cas, ici, les choses sont faites de telle sorte que c'est compliqué. Et que si vous avez différentes cordes à votre arc, il va falloir en choisir une, parce qu'elle va vous demander toute votre attention, toute votre concentration, toute votre énergie, votre disponibilité pour pouvoir porter ses fruits. J'ai élevé mes enfants presque seul, j'ai bientôt 50 ans, j'ai des capacités pour jouer de la musique, composer, même écrire. On m'a souvent dit, mais écris un bouquin, c'est intéressant. J'ai jamais été fichu de m'y mettre ici, et ça commence à me poser un problème. Et j'ai envie d'une sorte de nouvelle virginité, dans un environnement où j'ai l'impression que je vais trouver cette liberté qui ici commence à sérieusement me manquer. Et donc, de pouvoir commencer à créer de façon un peu plus artistique, du moins créer plutôt que juste exécuter pour le service d'autrui. Voilà. Norbert, depuis quand tu as cette idée? Alors l'idée, ça doit faire une petite dizaine d'années que l'idée mûrit.
Ouais. Ah, Ouais, c'est ouais. aussi longtemps. Je pensais que Et- c'était plus récent. non, non, mais il fallait que mes enfants soient autonomes. Donc ma fille ayant maintenant 20 ans, mon fils 16, et étant très habile et dégourdi, lui-même me dit, mais papa, si tu veux partir à moi, bon, donc ainsi vont les choses, et la patience est une vertu. Je suis patienté jusqu'à récemment, et là le désir devient vraiment très fort, parce que d'une part, je sens cette possibilité de devenir réelle. J'apprends le russe, donc ça a été un petit peu le déclencheur aussi, parce qu'il se trouve que cette langue m'a complètement séduit. Et j'y trouve une musicalité qui rejoint aussi mon activité professionnelle. J'ai l'impression que quand on aime la musique ou qu'on la pratique, on a plus de facilité. Ça, c'est pas un secret d'apprendre une langue étrangère. Mais le russe est très rythmique, mélodique. J'en suis pas là, mais quand je l'entends, quand même, j'ai un plaisir musical. Hein. Comme un bon français, c'est aussi une élégance musicale. Il y a des harmonies, il y a des résonances, il y a un rythme, des scansions, une mélodie même à l'intérieur, les intonations, tout ça. Et je trouve que dans la langue russe, qui est d'ailleurs la langue de la poésie par excellence avec le français, il y a tout à fait cette dimension-là, charnelle, vibratoire et sensible. Donc, me mettre à apprendre le russe a été une sorte de boost, de coup d'accélérateur à ma motivation de franchir le pas. Il ne restait plus qu'à attendre le moment approprié et qu'il arrive. Probablement, tu en as déjà parlé à tes amis, à tes proches. Qu'est-ce qu'ils te disent? J'ai de véritables amis comme Thomas, chez qui nous nous trouvons aujourd'hui, qui sont tout à fait partisans et enthousiastes à l'égard de ce grand pays. Euh, les autres amis un peu plus conditionnés hein, par le système médiatique français, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez encore la télévision, que vous écoutez la radio, a fortiori les France Inter et autres médias d'État ou lisez les journaux, vous avez du mal à vous faire une opinion positive de la Russie. Donc la plupart de mes amis, à qui je n'ai pas fait l'article, sont un petit peu sur ces schémas figés et ne cherchent pas vraiment par eux-mêmes à éclaircir cette question. Donc c'est pas forcément un sujet que j'envisage volontiers. J'en parle sincèrement parce que je ne vais pas le cacher, mais des amis vont se lancer dans des longues diatribes qui peuvent durer 10 minutes, un quart d'heure, et moi je les regarde avec un sourire un petit peu comme ça, en leur disant mais tu cherches à me dissuader ou parce qu'il y a du boulot. Donc je sais pas, ils vous ressortent des choses qui remontent 50 ans en arrière, enfin on croirait que rien ne bouge, alors que si quelque chose a bougé ces 20 dernières années, comme pays, c'est vraiment la Russie. Donc il faudrait mettre à jour un petit peu aussi ses opinions, et non pas se contenter de ce qu'on vous dit à la radio. Et comment est-ce qu'un Français qui est vraiment entouré d'un espace médiatique qui n'est pas toujours favorable à la Russie, comment est-ce qu'il peut faire forger son propre opinion? Eh bien, je crois que... Par quel moyen, en restant en France, on peut le faire? Mm-hmm. Bah, écoutez, faut écouter des médias russes, déjà, mais pas forcément les écouter parler de la Russie, mais écouter des médias russes parler des affaires du monde, que ce soit économique, politique, géostratégique, permet au moins d'avoir une alternative et donc de forger par la dualité un juste milieu en réfléchissant et en approfondissant les questions. En dehors de ça, je crois que il n'y a pas grand-chose à faire. Je précise peut-être un peu, tu avais une idée dans ta question? Tu pensais à une chose? Par quel moyen découvrir si par Oui. exemple on ne parle pas encore suffisamment le russe pour regarder les actualités en russe, les films russes, Ah oui. comment le faire avec un niveau débutant en russe? Ben, il y a des médias russes en français, déjà. Ensuite, bon, apprenant la langue, moi j'ai de plus en plus de plaisir à regarder des films en russe, sous-titrés en anglais ou en français, parce que bon, le russe brut, c'est vrai que quand on ne maîtrise pas encore, c'est difficile et on risque de s'endormir sinon 11 heures du soir. À ne pas comprendre, à faire trop travailler son esprit.
mais voilà, non, moi j'ai toujours du plaisir à entendre cette langue, donc je l'écoute le plus possible. Mais j'ai compris ta question plus comme quelles sont les sources d'informations qui nous permettent de relativiser. Je ne saurais pas trop dire, mais il faut absolument écouter par exemple. Moi, il y a une chose qui m'a complètement remué, c'est d'écouter le club Valdai, les discours de Vladimir Poutine, où il parle des problématiques du monde actuel. Mais il va parler de l'intelligence artificielle, il va parler évidemment des hydrocarbures, il va parler des conflits, mais c'est des questions on a l'impression qu'il s'adresse à un citoyen responsable et curieux de son présent et de son avenir, qui ne nous prend pas pour des... Ici, en France, on parle de pédagogie tout le temps. Si les gens ne comprennent pas les réformes, il faut faire preuve de pédagogie. C'est infantilisant. Je veux dire, je suis pas un gamin. J'ai pas besoin qu'on me parle comme un gamin de maternelle pour m'expliquer pourquoi la CSG augmente, ou pourquoi les trucs, ou pourquoi on supprime des services sociaux, des services dans les hôpitaux et autre chose. Vladimir Poutine s'adresse aux citoyens russes comme à un être adulte capable de penser par lui-même. Et donc, il lui parle des sujets qui l'intéressent. Et pas seulement, il n'est pas là à créer des écrans de fumée pour noyer le poisson et vous faire croire que vous avez de la chance d'avoir un travail et une maison, alors que la misère du monde s'étale sous vos fenêtres. Il y a vraiment des questions importantes. On a envie de comprendre quel est l'avenir, non pas seulement de notre petite individualité, mais de l'humanité tout entière et de la planète, quoi. Il y a quand même des questions graves. Donc, c'est vraiment réconfortant d'entendre un chef d'État s'adresser à vous de façon responsable et mettre le doigt sur des sujets importants auxquels on est capable de penser aussi. Voilà. En France, jamais un ministre va vous s'adresser à vous, c'est un langage de sixième, quoi, voire de CM2. Il vous prend pour un demeuré, quoi. Ça finit par être assez exaspérant. Donc, d'avoir vu ces discours, je me suis dit, mais voilà un chef d'État qui respecte son peuple, quoi. Et rien que ça, je trouve que c'est assez enthousiasmant. On parle souvent que les Français sont attirés par l'âme russe. Et toi, est-ce que tu as déjà un peu percé le mystère de l'âme russe? Mais écoute, tu m'as aidé un petit peu déjà. Je te dis, j'ai compris, j'ai ressenti quelque chose. Euh, Aussi, je suis très ému par la liesse populaire. Lorsque le 9 mai, pour la fête nationale, tous ces gens des l'aube vont honorer les victoires voilà, de leur peuple et de leur pays. Personne n'y échappe, personne ne va rester chez lui. Enfin, on a un sentiment d'une cohésion, hein, pour un peuple aussi dispersé pourtant. On a l'impression d'une cohésion. Et ça, franchement, alors ici, on le sent plus du tout. Hein, en France, zéro, quoi. Or, je trouve que sans être nationaliste, encore moins fasciste ou souverainiste, c'est important. Je crois que entre l'individu et le pays, il ne devrait pas y avoir tous ces intermédiaires. Il ne devrait pas y avoir toutes ces minorités qui prévalent, qui revendiquent, qui fatiguent, qui épuisent le discours social, etc. On a l'impression que cette cohésion-là existe vraiment en Russie, qu'il y a une unité. Et ben l'unité, c'est un sentiment très gratifiant, enfin très nourrissant. Et on en manque beaucoup ici d'unité. On est complètement, au contraire, éparpillés à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur. On n'arrive plus, si vous voulez, j'ai l'impression, à trouver l'homme là-dedans. Hein. On est toujours, on a perdu le sens. Alors du sacré, c'est une chose. Je pense que l'âme russe a un sens aigu du sacré. Pour faire un mauvais jeu de mots, je dirais qu'ici, les méthodes ne sont plus du tout orthodoxes, quoi. On a perdu dans l'argent roi finalement a tout corrompu et on a beaucoup perdu à ne plus chercher où était la noblesse de l'être humain. Je pense que l'âme russe, c'est savoir cultiver cette noblesse à travers toujours une expression artistique, une chaleur humaine, une empathie, voilà, des valeurs nobles et que j'ai hâte de retrouver un petit peu plus répandues que ici, où il faut aller les chercher vraiment dans les recoins.
Normal, est-ce que tu penses que la langue, elle peut influencer le caractère d'une personne? Et si oui, comment est-ce que la langue russe et l'apprentissage de russe a changé ton caractère à toi? Dès lors que on accède à une nouvelle vision du monde à travers l'apprentissage d'une nouvelle langue, je pense qu'on élargit ses horizons intérieurs aussi. Et en effet, je suis très curieux de découvrir le monde actuel avec un regard russe. C'est-à-dire, là je préjuge un peu, hein, mais à mon sens, de toute évidence, un territoire pareil, c'est un, ça tient une place considérable dans le cœur et dans l'espace sur la planète aujourd'hui. Donc, les motivations de chacun doivent prendre en considération cet aspect important de l'immensité du territoire russe et de tout ce qu'il constitue aussi en termes plus subtils, hein, de l'âme, de la culture, etc. Donc, oui, je suis désireux de rentrer profondément dans la langue russe pour voir le monde comme un russe et pouvoir confronter n'est pas le mot évidemment, mais plutôt mettre en parallèle la vision que j'avais jusqu'alors et cette nouvelle vision. Et d'essayer, à travers ces deux visions, de trouver une troisième voie qui soit peut-être plus proche de la vérité et qui puisse être à la fois entendue par un occidental et par un russe. Une sorte de pacification à travers la langue. Je suis persuadée que parmi les personnes qui sont en train de regarder de l'interview, il y a pas mal de gens qui s'y reconnaissent dans ton histoire. J'aimerais Mais bien. peut-être qui n'ont pas encore assez de courage pour se dire eh ben voilà, je vais aller en Russie parce que je vais me sentir mieux là-bas. Quel conseil pourrais-tu donner pour franchir ce cap et se le dire Ah oui, parce que tu me demandais ce que j'avais fait pour préparer ce départ. Et Parce que je crois que c'est un très grand pas au niveau mental de se le dire. l'expatriation, déjà à la base, c'est un choix important. C'est très important et c'est très difficile de le faire, de renoncer à tout ce que tu as dans ton pays. Oui, il faut avoir vraiment l'espoir et presque la conviction chevillée au corps qu'on va trouver mieux que ce qu'on quitte, sinon on ne bougera pas. C'est pour ça aussi qu'il faut se laisser nourrir par des émotions positives, quitte à ce qu'elles soient ensuite, encore une fois, un petit peu peut-être nuancées par la réalité des choses. Mais ne surtout pas chercher des raisons de se dissuader d'y aller. Euh, Ensuite, c'est des contingences matérielles. Donc, moi j'ai la chance d'avoir un métier qui, à mon avis, va être bien accueilli là-bas, que je peux pratiquer à peu près partout dans le monde, hormis au milieu du désert. Euh, Ensuite, oui, les contingences matérielles, bon, j'ai une maison, je vais pouvoir enfin, une agence m'a expliqué comment je pouvais la louer une durée suffisante pour que je puisse en Russie me faire une idée de la suite des événements, si ça va bien prendre, si ça va correspondre à ce que j'attendais, ou si au contraire je renonce et je reviens, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais c'est toujours une possibilité qu'il ne faut pas exclure. Donc voilà, je mettrai ma maison en location pour essayer de m'assurer un petit revenu le temps que mon travail puisse là-bas se développer. Et après, c'est juste un élan du cœur. Je crois que on est face à un enjeu tellement énorme, face à enfin, la Russie, tout ce qu'elle représente, ce serait pas possible. On essaye comme ça en 10 minutes d'en faire le tour des émotions que ça suscite, mais c'est quelque chose de tellement immense qu'il faut se livrer corps et âme. Et c'est une envie que j'ai avant d'attendre qu'il ne soit trop tard pour prendre cette décision quand même considérable dans une vie. Quoi. Voilà. Et les questions, comment franchir ce cap, comment ne pas avoir peur. Comment ne pas avoir peur, mais c'est essayer de ne pas, justement, comme je te disais, de ne pas trouver de raison, enfin, de ne pas alimenter les raisons de renoncer, les difficultés, ne pas augmenter la taille des difficultés, au contraire, suivre l'élan vraiment, s'il est sincère, rien ne devrait pouvoir s'interposer.
Donc surtout pas aller écouter ceux qui vont vous rebattre les oreilles avec des poncifs et des choses qu'eux-mêmes n'ont jamais vérifiées d'ailleurs, et qui sont juste là pour vous priver de la chance de faire quelque chose qu'eux ne feront pas, n'auront pas le courage de faire. Donc rester confiant, suivre son intuition, rester intègre par rapport à ses représentations, ses envies. Et puis ensuite de ça, voilà, se donner les moyens techniques de foncer. Alors, merci beaucoup Norbert, c'était vraiment très intéressant. Merci parce que c'est vraiment, tu t'es délivré. Est-ce qu'on dit comme ça? Tu t'es Oui, délivré. livré. Oui, tu t'es livré à moi, à nos spectateurs. J'espère vraiment que ça va aider d'autres personnes qui vont se reconnaître à travers toi. Oui, je serais content de faire un bilan après un an d'installation là-bas, ou peut-être moins, mais pour voir si c'était conforme à tout ce que j'ai pu imaginer. On va comparer ton histoire, comparer tes propos. J'espère qu'ils vont tout à fait correspondre à 100%. Je te souhaite bonne chance dans ton projet. Merci Diana. Je crois que tu vas vraiment le réaliser. Oui. Ce ne sera pas à Moscou, mais à Saint-Pétersbourg, comme on en a parlé. Il semblerait que ça me corresponde mieux. Oui. Et grâce à toi, en tout cas, j'ai l'élan pour maîtriser cette langue fabuleuse. Et je crois en toi. Merci. Je crois en ton succès. Que tu vas y arriver parce que je connais... Cette chaîne a permis de connaître plusieurs Français qui ont franchi ce cap, qui l'ont fait. Et je ne connais pas un seul qui l'a regretté. Eh bien écoute, ça me réchauffe le cœur et ça me donne encore plus de courage. Merci Diana. Comme une petite parenthèse, quand on arrive pour la première fois en Russie, quand on s'expatrie, les premiers mois, on retombe dans l'enfance. On devient un enfant. C'est un sentiment à vivre, je sais pas, 2-3 fois dans sa vie. C'est vraiment quelque chose de magique et j'ai très envie que tu le vives. Eh bien moi aussi. Parce que c'est extraordinaire. J'en doute pas une seconde. Alors, merci beaucoup. Merci Diana. Et qu'est-ce qu'on va dire? Comment dire en russe? À bientôt, до скорого. До скорого. C'était génial. Ouais, merci. Super. Et ça dure justement une trentaine de minutes. Ouais, génial, ça va vite. Ça va. J'ai pas remarqué comment ça s'arrêtait la première fois. Non, moi non plus, j'ai pas vu clignoter. On parle, ensuite je remarque que ça clignote, que j'ai pas le temps de te prévenir. C'était pas une lumière, c'était une vraie lumière. Non, ici l'écran il est devenu rouge un peu. Ah oui, Mais bon.